Voilà, donc de retour pour cette deuxième partie, c'est toujours l'antenne est à vous, vous êtes toujours sur Méta TV, souvent copié, jamais égalé, vous connaissez, c'est le deuxième slogan. En tout cas, on va accueillir avec nous dans quelques instants Thierry Borne, dès que la régie évidemment me fera signe, puisque voilà, il y a tout à faire, voilà, on me dit vas-y, comble, donc on va combler d'ici que ils font les petits préparatifs techniques pour qu'on puisse l'avoir à l'antenne. Et voilà, c'est bon? Parfait. Eh ben voilà, maestro, allons-y. Nous avons un Thierry Borne avec nous. Allô Thierry? Ouais. Eh ben écoute Thierry, bienvenue sur l'antenne de Méta TV. Donc Thierry, on te fait intervenir parce que tu as été victime d'une perquisition donc assez musclée de la part de la gendarmerie visiblement. Et tu vas nous expliquer. Alors, on se doute bien que tout ça n'est pas en rapport comme l'ont prétendu nos dirigeants de ces lois d'exception pour chasser les opposants politiques. C'est un peu ce qui est en train de se profiler. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé déjà dans un premier temps ? Ouais, alors je vais l'expliquer parce que par personne interposée, puisque moi j'étais pas présent sur les lieux de mon travail, de mon entreprise. Je me suis engagé toute la semaine pour un travail de bénévolat dans un concours en Suisse à Genève. Donc j'étais pas là. Et mercredi matin, les forces de l'ordre ont débarqué à 9h. Avec une douzaine de véhicules, il devait être une trentaine, entre 30 et 40 gendarmes, gilets pare-balles, mitraillettes, des mecs en civil, des gens de la commande des administrations, du fisc. Il y a eu des gens, on l'a su après parce que on a mené notre petite enquête, on va dire, sur place. Des gens de Paris, des gens de Bourg-en-Bresse, des gens de Gex, plus local. Et qui ont bouclé toutes mes écuries, qui sont arrivés ici comme s'il y avait vraiment des terroristes, quoi. Ah, d'accord. Et ils ont donc retourné ta maison, c'est ça, c'est une vraie perquisition, quoi. Pardon ? Donc c'est une perquisition, quoi. Ils ont ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y en a peut-être qui sont pas au courant du pourquoi, du comment. C'est pas seulement parce que je suis dans la dissidence, c'est surtout parce que depuis presque 6 ans, je suis sorti du régime soi-disant obligatoire de sécurité sociale. Ouais. Des assurances sociales. Mon entreprise est une entreprise classifiée agricole, donc c'est la CMSA. Et j'ai quitté cet organisme depuis 5-6 ans et me suis assuré dans le privé, dans une assurance privée. Et à partir de là, pendant 5 ans, ils ont rien dit, blackout total, ce qui est assez drôle quand même, parce que si vous devez de l'argent à quelqu'un, la personne à qui vous devez de l'argent, elle n'attend pas 5 ans pour vous le réclamer. Et au bout de 5 ans, quand ils sont venus avec une feuille comme ça, une tartine, ils m'ont mis en redressement judiciaire qui a été suivi d'une liquidation judiciaire que je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté depuis le début. Parce que c'est illégal à partir du moment où la caisse mutuelle sociale agricole est considérée comme une assurance privée et n'a aucun droit d'assigner qui que ce soit au tribunal. Voilà, ça c'est la base. C'est là-dessus qu'ils se sont appuyés pour venir avec un mandat du procureur. Pour faire une perquisition. On a embarqué mes ordinateurs, mes classeurs, on a viré mon personnel qui théoriquement ne devait plus travailler depuis le mois de juin de toute façon, mais étant donné que je contestais, quand on est dans un état de droit, qu'on ne peut pas discuter, ça, il faut savoir quand même que quand on a ce genre de situation, tous les jugements que nous avons, même si on fait appel, les appels ne sont pas suspensifs. C'est-à-dire que votre entreprise, une fois que vous êtes dans les rouages du système, on ne peut plus la sauver, quoi. Si vous devez être liquidé, si vous faites un appel, vous allez passer en appel, même si vous allez à la Cour européenne, ça va prendre 5 ans, 6 ans, mais en tout temps, votre entreprise, elle est morte et loin, quoi. Ouais, d'accord. Donc ils t'ont mis une liquidation judiciaire, on va dire, donc sur ton entreprise, comme tu
tu refuses en fait de payer les charges sociales et de rentrer dans. Tout à fait. Il faut savoir que, pour la petite histoire, moi j'ai rien à cacher, hein. J'ai une entreprise avec, j'ai 13 salariés, j'ai une centaine de chevaux à la maison qui ne sont pas tous à moi, évidemment, j'ai des pensionnaires, et pour un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros. Et c'est une petite affaire sympathique, il y a un restaurant, il y a un centre équestre avec une école d'équitation, il y a les propriétaires, et bon, c'est une petite entreprise qui nourrit quand même toutes les personnes qui y travaillent, et les personnes qui vivent derrière un centre équestre. Vous avez des maréchaux ferrants, vous avez des vétérinaires, vous avez des selliers, vous avez le gars qui vous vend le grain, la paille, le foin, vous avez un tas de gens que ça fait vivre. Et là, on veut vous foutre à genoux. Alors, ils ont voulu faire deux coups d'une pierre. D'abord parce qu'ils pensaient me trouver, et à ce moment-là, de toute façon, je partais en garde à vue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous me voyez. C'est pour ça que vous m'avez appelé d'ailleurs. C'est parce que je suis planqué en Suisse. Oui, voilà. Parce que j'habite à 3 km de la frontière et que j'ai appelé mon avocat, et mon avocat m'a dit surtout tu n'y vas pas parce que tu ne pourras pas te défendre, et que effectivement c'est vrai. Ils ont été au bluff, ils sont repartis de toute façon. Ils ont dit à mon personnel qu'il fallait plus travailler. Ils ont dit à mes clients que j'étais un escroc, qu'ils étaient des victimes et qu'il fallait qu'ils quittent les écuries. Enfin bref. Donc ils ont bluffé tout le long. Ils ont dit que j'étais en cessation de paiement parce que ça c'est le terme qu'on utilise quand on est en liquidation judiciaire. Mais cessation de paiement, c'est un terme qui est très vague. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que j'ai un litige avec mes charges sociales, mais que mes fournisseurs, je les paye. Alors ils ont dit que c'était très dangereux pour mes clients, les chevaux de mes clients, parce que j'étais plus assuré, patati patata. Et en fait, par personne interposée, par ma femme, mes enfants, parce qu'il y a des gens formidables autour de moi, hein, des clients, des collaborateurs, les employés qui ont fait des réunions pour sauver les meubles, pour nourrir les chevaux, parce que là, on ne s'adresse pas à des voitures dans un parking, on s'adresse à des animaux vivants qu'il faut nourrir tous les jours, qu'il faut sortir tous les jours et qu'il faut nettoyer tous les jours. Et à partir de là, donc ils sont allés, on leur a montré cette attestation d'assurance comme quoi j'étais bien, c'était payé, que j'étais assuré, qu'il y avait du courant, etc., que j'étais pas du tout en cessation de paiement. Mais on a vraiment voulu me démonter, quoi. Mais ça, c'est complètement lié à tes activités politiques, soyons. Évidemment, parce que le problème qui se passe, si vous voulez. Je crois que cette année, on doit arriver à, on va tristement, je dis bien tristement arriver à peu près à 80 000 en fin d'année dépôt de bilan. C'est ce qui avait été prévu, je crois. Après, j'ai plus les chiffres en tête parce que je les ai pas revus, mais c'est quand même monstrueux. Donc, j'aurais simplement pu faire partie de ces dépôts de bilan et ne pas parler de moi, parce que j'ai effectivement eu un jour peut-être la bêtise, la maladresse ou la chance d'aller vider un camion de fumier dans l'Assemblée, ce qui m'a donné une certaine notoriété pour que je puisse passer sur les chaînes télévisées ou vos médias. Et à partir de là, on dit celui-là, il faut lui faire fermer sa gueule parce qu'il l'ouvre trop. Alors, on s'est servi de ça et on a dit tiens, de toute façon, c'est pas grave, il est mort, on va le coucher, mais normalement, une entreprise comme la mienne, c'est un dépôt de bilan, on n'envoie pas 40 flics avec des mitraillettes, je vois pas où est le problème. J'ai tué personne, j'ai menacé personne, je suis pas un mec violent, et toutes les actions que j'ai faites sont des actions qui sont plutôt de l'ordre pacifique, quoi. Oui, mais on cherche à t'impressionner, te décourager certainement. Oui, alors moi je l'analyse aussi d'une autre manière aussi, me décourager, oui bien sûr, parce que finalement c'était au mois de août, septembre, enfin peu importe, j'étais convoqué au tribunal à cause de mon camion, parce que j'avais versé donc du fumier devant la porte d'un huissier, et j'y suis allé déguisé en révolutionnaire, et avec moi il y avait une quarantaine de personnes qui m'ont soutenu, et là on a réussi à renverser la vapeur de l'ambiance du tribunal, c'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas, d'habitude, c'est un petit peu l'arène, hein. Vous avez l'entrée, il y a les bancs, il y a des marches qui descendent, vous descendez dans une espèce de fosse, et là on a l'impression qu'on va lâcher les lions. En fait non, on ne va pas lâcher les lions, simplement en face, à 3-4 marches plus hautes, donc bien plus hautes que vous avez le juge, le procureur, tout le monde est là, et là vous êtes dans votre petite godasse, les mecs ils sont en noir, ils sont déguisés, c'est carnaval, et en général les gens craignent effectivement la justice. Et là il s'est passé une chose formidable, c'est que
par chance, j'ai pu garder mon sang-froid et je leur ai dit qu'il n'y avait plus de justice en France, qu'il n'y avait pas de séparation entre la justice et le pouvoir, ce qui est une vérité vraie. Et le juge s'est levé, il était là, il empilait ses classeurs, il ne savait plus quoi dire, plus quoi faire. Et à ce moment-là, je lui dis, mais donc il n'y a plus de justice. Et il me dit, mais saisissez la justice. Et je lui dis, mais je suis dans un tribunal. et là, derrière, ils se sont tous levés et il y en a un qui a commencé à entonner la Marseillaise et les 40 ont chanté la Marseillaise. À ce moment-là, le procureur, le juge, les greffiers se sont levés et se sont tirés. Ils ont perdu pied. Ils ont perdu pied. Ils pouvaient taper sur son petit marteau ou quoi que ce soit, les gens n'avaient rien à foutre. Et il y avait de la surveillance parce qu'il y avait des gens de la BAC, donc là, il y avait des flics partout, il y avait des policiers en uniforme. Et l'ambiance a été complètement renversée. Et depuis ce jour-là, je pense qu'ils ont appris que je ne craignais pas la justice parce que j'avais découvert que la justice était corrompue, qu'elle ne rendait pas une véritable justice et qu'elle était hors la loi. Et à partir de là, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va passer à la vitesse supérieure, on va envoyer la cavalerie. Et la cavalerie est arrivée mercredi. Et alors, ce qu'il y a de plus... C'est pas quelque chose de drôle à vivre, hein, je peux vous dire que c'est... moi, j'ai quand même 30 ans de ma vie qui sont en train de... comme ça, vous le sentez filer entre vos doigts, bien qu'on a trouvé plein de solutions, on travaille d'arrache-pied, je perds pas le moral, je suis quelqu'un d'assez tenace. Ouais. Et... Le problème, c'est que même... Alors, la chance que j'ai eue, c'est de ne pas être là-bas. Parce qu'ils auraient bien voulu faire deux coups d'une pierre, c'est-à-dire liquider mon entreprise et me mettre en garde à vue. Parce que là, c'est de toute façon, ils sont allés pour du travail illicite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en dépôt de bilan et que vous continuez à travailler, c'est du travail illicite. D'accord. Alors, on a assez vite répondu sur les réseaux par rapport à ça, parce que l'État a quand même employé 44 000 personnes illicitement. On l'a su il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si tu as vu ce truc-là. Ouais, non, explique-nous un peu. Ouais. Et ça a été, c'est passé partout, aux informations, sur les réseaux. Il y a, ça doit être 23 000, je crois, 23 000 emplois non déclarés au ministère de la Justice. C'est-à-dire que des emplois non déclarés, ça veut dire qu'on leur verse simplement des indemnités. Ouais. Et qu'on ne paye pas des charges dessus, que les gens, je ne sais pas s'ils les déclarent des impôts ou pas. Mais on ne fait pas de fiche de paye, c'est une indemnité. Comme si vous étiez un parlementaire, sauf que ces gens-là sont des salariés. Donc c'est du travail dissimulé. Et alors ces gens-là, cette justice-là, vient vous reprocher à vous, alors que moi, mes employés, je les ai payés par chèque ou par virement, il y a des traces, c'est dans la comptabilité, etc., parce que je continue ma comptabilité, et viennent vous accuser de travail illicite et qui ont un mandat du procureur au pénal et pour me mettre en garde à vue directement. Et la garde à vue, c'est 48 heures et peut-être, je crois que c'est même 6 jours maintenant avec avec l'état d'alerte là. Ouais. Alors, il y a pas mal d'interrogations. Il y en a qui disent oui, les partis se réfugier en Suisse, c'est un peu bizarre. Bah, la Suisse, pourquoi déjà ce choix suisse ? Parce que la Suisse, de toute façon, ne peut pas, comment dire, ne t'extradera pas pour ces affaires-là. Je pense simplement... bon, ça c'est la question qui est posée, c'est forcément quelqu'un qui ne me connaît pas très bien et qui se pose la question pourquoi en Suisse. J'ai pas un jet privé, j'ai pas sauté dans mon avion et j'ai pas fait 3 heures d'avion pour aller en Suisse. Simplement, j'habite à 3 km de la frontière. Si j'avais été si j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais, j'aurais traversé la Manche à la nage et j'aurais été en Angleterre. Voilà, j'habite à côté de la Suisse et je ne veux pas partir en Belgique. Ouais. Ça me paraît assez simple, d'autant plus que j'ai beaucoup de clients en Suisse, j'ai beaucoup d'amis en Suisse. Non, j'ai pas des comptes cachés en Suisse, je peux le dire ouvertement, j'ai des comptes suisses avec lesquels je travaille, qui sont complètement légaux, parce que c'est avec les accords de Schengen, c'est des comptes CEPA, on peut très bien travailler avec, j'ai un compte en euros pour mon entreprise, qui est dans ma comptabilité, qui est déclaré, et voilà, c'est pas des comptes suisses numérotés de gros riches. J'ai une petite entreprise, je suis comme tout le monde, et j'essaie de gagner ma croûte et de tirer les marrons du feu comme tout le monde. Il n'y a rien à cacher là-dessus. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est les conséquences de ça ? Parce que tu m'as dit que tu préparais quand même des actions de réplique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Évidemment, je vais quand même pas rester là. Je veux dire,
d'abord, il y a plusieurs états d'âme qui arrivent. Le mercredi, quand on vous dit ça par téléphone, on dit il y a 40 gendarmes chez toi, ça se passe mal, etc. etc. Vous êtes stupéfait d'abord. Après, tu réalises et tu es atterré. Tu te dis merde, putain, c'est mort, j'en peux plus, c'est fini. Donc tu te dis bon, mais en fait je suis jamais mort. Et puis après, tu retrousses les manches. Et il y a quelqu'un qui parle derrière ou quoi? Non, pour nous, non. Alors peut-être c'est la régie qu'on entend, je sais pas. Je sais pas. Et après, tu relèves la tête et puis tu avances et tu te dis, voilà, on va pas rester là, il faut trouver des solutions. D'abord, l'urgence, c'était de s'occuper des chevaux. C'est la première chose. Les chevaux, c'est le premier problème parce que ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des animaux vivants et qui ne sont pas responsables de ce qui arrive. Et eux, ils ne veulent pas savoir s'il y a un juge, un procureur, s'il y a des corrompus, si je suis en faute, pas en faute, etc. Mais à midi, ils veulent bouffer. Ça c'est tout simple. Donc à partir de là, et puis les chevaux sont quand même des animaux qui sont relativement fragiles, il faut faire attention. Il faut les sortir, etc. etc. Ouais. Donc à partir de là, tu avances et tu prends contact avec tes avocats, enfin un avocat, puis un deuxième. Après, la dissidence nous a fait rencontrer beaucoup de gens. Et j'ai rencontré Jean-Michel Lebotte, j'ai rencontré Claude Reichmann, j'ai rencontré un tas de monde. Et là, on est déjà sur le pied de guerre avec Claude Reichmann, que je contacte beaucoup maintenant, avec Jean-Michel Lebotte. Claude Reichmann m'a aiguillé vers une avocate qui est un vrai petit pitbull. Donc, le magistrat qui nous emmerde, on va se le faire, on va le foutre en slip. D'accord. Ça, c'est la première chose, c'était sauver l'entreprise. Après, c'est de contre-attaquer, évidemment. Et après, je pense qu'il faut, puisque ce soir, je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui doivent regarder avec attention ce que tu es en train de dire. Et on va surtout riposter, mais riposter puissance 100. C'est-à-dire qu'on va profiter de cette fenêtre de tir et de l'élan médiatique que ça va donner pour lancer une insurrection au niveau national. Voilà, c'est dit. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, de quelle forme elle va prendre cette insurrection? Alors, on peut lire ça sur les réseaux. Dans un premier temps, il y a un gros rassemblement qui sera à Grilly parce que c'est le point de départ et c'est là où il y a mon entreprise. Ouais. Dans la mairie, pour les bureaux de vote, c'est vrai que ça tombe assez bien parce que c'est le deuxième tour des élections régionales. Pour plusieurs raisons, c'est symbolique, on va y revenir après peut-être. Le truc, c'est que voilà, il y a des gens qui voulaient spontanément descendre dans mes écuries pour me soutenir. Il y a des gens qui voulaient venir de Bretagne, il y a des gens qui voulaient venir du sud, d'un peu partout. Et puis bon, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je pense qu'il faut rester calme, garder le sang-froid et s'organiser. Je pense qu'il ne faut pas faire un 14 juillet bis. Il faut qu'on soit un petit peu plus malin que ça. Étant donné la conjoncture où on essaie de nous manipuler en disant qu'il y a des terroristes dans tous les coins de la France et qu'on nous interdit tous les rassemblements, et ben non, on s'en fout, les rassemblements on va en faire. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, bord, il est suisse, il est protégé, il est tranquille. Non, je suis suisse, oui c'est vrai, mais si j'avais été me mettre dans la gueule du loup tout de suite, je ne pourrais pas organiser tout ce qu'on est en train d'organiser maintenant, me défendre d'abord et organiser la riposte ensuite. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc il y a ce rassemblement à Grilly, un gros rassemblement, il y a plein de gens qui viennent, et là, je demande à tout le monde de se rassembler devant tous les bureaux de vote, toutes les mairies de France, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se déplacer. Simplement parce qu'il y a des problèmes géographiques, de distance, de moyens, parce que les gens qui sont au chômage, les gens qui n'ont plus grand-chose, ils ne peuvent pas acheter un billet de train comme ils veulent, ils ne peuvent pas prendre une bagnole, ils n'en ont peut-être pas, mettre de l'essence dedans. Tout ça, c'est des frais. Et le côté financier est un véritable frein pour les gens qui ont un peu d'élan patriotique. Donc, ça veut dire qu'on pense toujours qu'il faut aller, j'avais déjà dit, je crois, chez toi, ça, on pense toujours qu'il faut aller à Paris manifester. Eh bien non, il ne faut pas aller à Paris, il faut aller dans toute la France. Il faut localement couvrir le terrain. Et en même temps, puisque j'avais lancé une opération
mobilisation générale des 2 millions, eh bien, ça tombe à pic parce que voilà, on va utiliser tout ça pour faire grossir les rangs. Ouais. Donc tu appelles tout le monde en fait à manifester donc ce dimanche-là pendant. Non, pas manifester. Le mot manifester, moi je trouve que c'est du pipeau, c'est bidon. Ça fait 40 ans que les gens manifestent, il se passe rien. Donc on va pas manifester. Si on va manifester, ça veut dire que voilà, manifester. Non, c'est pas ça. On va faire exactement ce qui s'est passé en Islande, c'est-à-dire que on va répéter les réunions, les regroupements. On va diffuser. Je pars du principe que tout part des réseaux. Tout part de Facebook, des réseaux, ou d'autres, essentiellement Facebook, parce que c'est là-dessus qu'on a toutes les connexions des gens qui sont dans la dissidence. Ça peut être les gens qui sont du RSI, les libérés de la Sécu, il y a grève générale, il y a le peuple se soulève, il y a Soral, il y a Dieudonné, il y a tous ces gens-là. On est tous sur Facebook. On n'est pas, vous voyez pas ça à TF1, une publicité, tiens, de la dissidence, hop, allez, on se met en route. Ça marche pas comme ça. Ça marche. Le point de départ, c'est les réseaux. Les réseaux, on voit qu'on est très limité parce que on tourne toujours un peu en rond, on tourne un peu avec les mêmes. Ensuite, il y a beaucoup de filtres. C'est certains qui doivent manipuler ces trucs-là comme ils veulent. Quand vous partagez des textes intéressants, vous vous rendez compte que normalement, ça devrait être vu à, je sais pas, à 100 000, 200 000, ça devrait être énorme. Il y a des trucs hyper intéressants. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 20, 30, 40 partages. Donc forcément, ça coince quelque part. C'est une nébuleuse c'est pas net du tout. Donc à partir de là, il faut s'organiser et se dire qu'il faut faire autrement. Faire autrement, ça veut dire quoi? Ça implique de sortir du réseau. Donc, et c'est là qu'intervient le processus. Donc là, moi, je vous engage tous à aller sur le site Mobilisation Générale, www.mobilisation-générale.org, et vous avez un tas de directives pour arriver à sortir du réseau. Il y a des PDF à télécharger pour expliquer comment faire aux gens à l'extérieur. Il faut mettre le côté humain en route. Il faut que les gens se réveillent, et tous les gens qui ne sont pas sur les réseaux, parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas sur les réseaux, il faut qu'ils se réveillent, et ça on peut le faire qu'avec le côté humain. C'est le porte-à-porte, le bouche à oreille qui va faire que les autres vont s'éveiller. Et donc il y a un système qui peut être mis en place, c'est qu'une personne chaque semaine va contacter 2 autres personnes, qui à leur tour, la semaine suivante, vont contacter 2 autres personnes, et ainsi de suite. Et la première personne ne va pas s'arrêter la première semaine. La deuxième semaine, elle ne va pas s'arrêter la deuxième semaine, la deuxième semaine, elle va continuer. Si vous voulez, ça, on va multiplier les choses hors réseau. Si bien qu'à partir de environ entre 10 et 15 semaines, parce qu'il faut tabler, il faut compter large quand même, 10 et 15 semaines, on aura réuni entre 2 et 4 millions de personnes qui seront mobilisées. Et mathématiquement parlant, c'est jouable parce que je suis monté à Paris pour la manifestation d'Air France. J'ai discuté un petit peu avec les forces de l'ordre, qu'on aura la patate aussi, et qui ont dit comme ça, il faudrait qu'en France il y ait une révolution, ça ne va plus. Eh bien, ils m'ont expliqué combien ils avaient de compagnies de CRS partout réparties en France. D'accord ? En tout, il y a 10 000 CRS répartis sur tout le sol français. Je compte pas les gendarmes mobiles, je compte pas l'armée, je compte pas les 10 000 CRS sur toute la France, tu dis ? Oui. Ah bah c'est pas beaucoup, ouais, effectivement. Il y a, je ne dis pas de bêtises, il y a 60 compagnies de 160 CRS. Il y en a 100 qui sont toujours en faction et 60 qui sont au repos. Alors, admettons qu'il y ait un coup dur, qu'ils les mettent tous en branle, eh bien, ça fait 10 000. 10 000 répartis sur tout le territoire. Si on divise par le nombre de départements, grosso modo, avec les préfectures, enfin, Paris, ce que tu veux, ça fait à peu près une centaine de CRS par département. Merci. Si on établit le calcul qu'on a mis en place avec Mobilisation Générale, au bout de 10 à 15 semaines, on peut avoir 20 000 personnes devant une préfecture, devant 100 CRS. Donc à partir de là, le rapport de force est inversé, contrairement à tout ce qu'on trouve en général à Paris quand on est en manifestation. C'est à ce moment-là qu'on renverse la vapeur, et c'est à ce moment-là qu'on est fort. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire tomber le pouvoir par les préfectures, puisqu'elles sont l'organe décentralisé du pouvoir dans chaque département. D'accord.
Oui, c'est donc manifester devant les préfectures. Bon, bah écoute. Pas manifester. Oui, manifester, oui, c'est vrai. Communiquer. On est là, on montre, on revendique. C'est surtout montrer, et c'est pouvoir communiquer avec les gens qui ne sont pas sur les réseaux. Aujourd'hui, il faut sortir du réseau et aller sur le terrain. Il faut aller vers les gens qui ne sont pas réveillés, qui ne savent pas que l'État est un producteur de mensonges notoires, et qu'il faut dire la vérité. La plus grosse des vérités qui va éclater, ça va être la fin du monopole de la sécurité sociale. Claude Reichmann est en train de s'occuper de ça, pour moi et pour la France. Il le fait depuis plus de 20 ans, et là, ça va vraiment aboutir. Parce que là, on a vraiment tous les éléments, on a les cartes en main pour faire tomber le système. Ça, c'est une question justement qui nous est posée aussi par les métanautes, qui se disent mais pourquoi se donner autant de mal à détruire le système de sécurité sociale qui est habituellement déjà critiqué par des capitalistes du système et des faux dissidents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi c'est vrai que toi tu es contre ce système de sécurité sociale alors qu'il y a une branche, en particulier représentée par le docteur Delpine qui était venu ici, qui lui dit oui, la sécurité sociale est mal, mais lui il dit comment la sauver plutôt. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne. Avant de dire de la sauver, il faut savoir comment ça fonctionne. Ça aurait très bien. La sauver, ça aurait été faire quoi ? Ça aurait été de faire les choses intelligemment. Pourquoi aujourd'hui en France, avec la fin du monopole de la sécurité sociale, le système français n'est plus obligatoire ? Parce que la France, elle a mal converti sa sécurité sociale. Elle aurait dû déjà l'adapter il y a bien des années. La fin du monopole de la sécurité sociale, elle a débuté avec la réglementation européenne qui est arrivée avec la libre concurrence des banques et des assurances. Ouais. La sécurité sociale est reconnue aujourd'hui. La sécurité sociale, la MSA, le RSI, l'URSSAF, toutes les caisses d'assurance des travailleurs sont des mutuelles régies par le code des mutuelles des assurances. Elles ont un numéro de siret, elles ont des statuts. À partir de là, ça veut dire qu'elles sont privées. Et si elles sont privées, il faut que vous ayez signé un contrat avec elles pour pouvoir être assuré. Et à partir de là, si elles vous assignent dans un tribunal, elles n'ont pas la possibilité, elles n'ont pas le droit de le faire parce qu'elles sont privées. Alors si la France a voulu garder un système qui fonctionne, il aurait fallu qu'elle fasse un système étatique, c'est-à-dire que ce soit un système de l'État. Parce que la loi, et c'est là que la France joue sur les termes, c'est que l'Europe l'a prévu, l'a dit, chacun peut organiser son régime social. Organiser, mais pas à titre privé, mais à titre étatique. D'accord. Donc en fait, il y a une faille juridique alors, c'est ça que tu veux dire ? Ah bah complètement. Je veux dire, on peut pas aller contre. C'est la loi. Et la France a été condamnée par la Cour européenne en 2013, je crois, ne pas dire de bêtises, et aujourd'hui, elle doit payer une amende de manquement sur manquement, et qu'elle ne paye pas. Et les gens doivent donc payer cette amende. Donc la France, c'est à nous qui allons payer avec nos impôts. Tout ça parce que la France n'a pas fait son travail. Non, bah, écoute, alors après, dire si c'est bien, si c'est mal, etc., moi je vois une chose en tout cas, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les assurances privées qui arrivent à assurer les gens, c'est pas toujours, il faut reconnaître, c'est pas toujours, il y a des lacunes quand même. Pour exemple, moi j'ai un employé qui a du diabète, il n'y a aucune assurance privée qui a voulu l'assurer. Alors ça, il y a quand même un problème là-dessus. Je sais qu'on peut avoir des surprimes, etc., etc. Il y a quand même des petites complications il faut dire les choses comme elles sont, d'accord ? Il faut dire la vérité. Mais on peut remédier à ça. C'est quand même à partir du moment où il y aura de la concurrence, forcément il y a des gens qui vont bouger, qui font ça. Mais en tout état de choses, ce que je voudrais dire, c'était que les assurances privées, par exemple, ne font pas de déficit. Et les assurances santé privées sont beaucoup moins chères que ce que vous payez, vous, à la sécurité sociale, qui, elle, est déficitaire. Et quand vous prenez une assurance privée, elle vous rembourse à 100%, et quand vous êtes à la sécurité sociale, vous êtes obligé de prendre une complémentaire. Ouais.
D'accord, bah écoute, ça sociale, c'est des points de vue parce qu'effectivement c'est quelque chose c'est un débat qu'il faudrait presque ouvrir là-dessus puisqu'il y a vraiment des opinions différentes au niveau. Le débat il est ouvert à savoir si l'État veut faire quelque chose, mais dans l'état actuel des choses il n'y a pas de débat, c'est la loi. Ouais. La loi européenne prime sur la loi française. La France est un pays souverain, mais elle est obligée de se plier aux lois sur lesquelles elle a signé des lois, des traités qui ont été ratifiés par la France aussi. Elle est obligée de s'y plier, comme l'Europe est obligée de se plier aux traités internationaux. C'est normal, c'est comme ça se fait comme ça. Alors il y a beaucoup de gens qui gueulent en gueulant après l'Europe, ce qui est vrai pour plein de choses, mais on oublie de dire qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour les Français, mais l'État français ne nous en fait pas profiter. Parce que l'assurance, la sécurité sociale, par exemple le RSI qui a coulé tant d'entreprises, l'URSSAF ou autres, vous payez pour la santé un prorata sur votre salaire. C'est pas normal. La santé, elle n'a pas de prix. Comment voulez-vous payer un prorata sur votre salaire? Ça devient un impôt. Si vous payez un prorata, c'est plus une assurance, c'est un impôt. Quand vous prenez une assurance pour votre voiture, vous n'allez pas payer au prorata de ce que vous gagnez. Vous payez pour le modèle de votre voiture, point barre, ça s'arrête là. Eh ben, en tout cas, c'est un débat qui mérite d'être poursuivi. Eh ben, merci Thierry beaucoup pour ton témoignage. Ouais. Et puis, écoute, on va suivre ton affaire. Vas-y, oui, tu veux dire quelque chose? Vas-y, encore. Oui, tu as rebondi sur la Sécu, puis en fait, bon, c'est le point de départ de tout ce qui se passe. Ouais. Mais quand même, c'est aussi sur les rendez-vous, c'est que il y a ce rendez-vous à griller dans toute la France, dans tous les bureaux de vote et mairies, ce dimanche. Ce dimanche, ouais. Puis lundi, donc juste après, le jour d'après, eh bien c'est blocus. Là, c'est un blocus. On vient pas faire de la commande du porte-à-porte. C'est un blocus du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Et on va demander au procureur qui m'a foutu des bâtons dans les roues qui vienne se justifier de ses actes. Parce que j'ai toujours la remorque de mon camion qui est coincée depuis le mois d'avril, sous séquestre, et on ne sait pas comment, il n'y a toujours aucun formulaire, etc. Et sur mon liquidation judiciaire. Donc c'est rendez-vous devant le tribunal de grande instance, 8h du matin, Bourg-en-Bresse. Et là, il faut beaucoup de monde aussi. D'accord, le message est passé, puis de toute façon... Et ensuite... Ah, il y en a encore, vas-y. Et ensuite, tous les dimanches, ouais, jusqu'à obtenir nos 2 millions pour la mobilisation générale, casseroles et cuillères en bois comme en Islande pour faire beaucoup de bruit, gilets jaunes pour montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on est là, les PDF, les tracts, et devant chaque préfecture de chaque département, il faut qu'on grossisse nos lignes. On peut le faire, il suffit d'arrêter de pianoter derrière son écran puis de se regarder le nombril en disant « ouais, il faut faire quelque chose, on va dans le mur, c'est ça ». Il faut le faire. Voilà. Maintenant, les dés sont jetés, c'est lancé. Oui, c'est une insurrection, c'est une révolte. Il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est évident. On changera rien. On va rien changer si on reste derrière notre écran, si on discute, si on est là. On changera rien. Il faut maintenant sortir du bois, montrer qu'on est là et qu'on est déterminé. Et qu'on veut aller au bout, qu'on veut que les gens qui sont au pouvoir, ces crapules qui nous volent tous les jours, il faut qu'ils les gardent. Ouais, qu'on passe, entre guillemets, de dévirtualiser pour passer à l'action, on va dire, là, vraiment. Ouais, et pour finir, le dernier truc, j'ai préparé une petite liste, là, comme ça. Je lance un appel à certaines personnes qui sont, je pense, aujourd'hui les poids lourds, j'appellerais les poids lourds de la dissidence, pour pas dire les leaders, parce que les gens n'aiment pas qu'on dise leader, mais on est ce qu'on est, tant pis. Ouais. J'appelle Dieudonné, j'appelle Soral, j'appelle Jean Brimont, Michel Collomb, Étienne Chouard, François Donglan, Alain Beraljean, Michel Offray, le colonel Régis Chamagne, le colonel Sibuet, Pierre Rabhi, Stan, etc., Jacob Cohen, Marion Sigaud, Marie-France Garot, Pierre Jovanic. Tous ces gens-là, je les appelle pour qu'on puisse faire
pas une photo de famille, mais un gros rassemblement de ces gens qui disent des choses, tous très intéressantes. Il y a Claude Reichmann dedans aussi, bien sûr, qui font des choses, qui font qu'on peut avancer. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas unis. Et les Français n'arrêtent pas de dire qu'il faut s'unir, et il faut que ces gens-là, les poids lourds, s'unissent pour que les autres s'unissent derrière. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça. Et je pense que c'est possible en le faisant tous ensemble. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais je pense que c'est la recette. Bah, espérons qu'on arrivera à dépasser nos égos, parce que c'est bien ça le grand problème entre ces gens. En tout cas, merci Thierry, parce que c'est l'heure de la pause, là on déborde. Donc merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de Méta TV. De toute façon, on va suivre ton affaire, et voilà, on va suivre ça de très près concernant ton affaire, et évidemment cette affaire d'insurrection. Voilà, donc merci beaucoup. Merci papa. Et la régie, elle est prête, je crois bien, la régie est prête, donc on va faire la transition, puisque c'est la pause, c'est l'heure de la deuxième pause, et puis on revient juste après. À vous, la régie.